J'espère que vous êtes en forme en cette soirée et que vous avez, je suppose, une attraction particulière peut-être pour l'acupuncture, soit en information, soit en philosophie de vie ou peu importe. En tout cas, mon but aujourd'hui, enfin en tout cas ce soir, c'est vraiment de vous donner un aperçu de qu'est-ce que l'acupuncture et qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise de manière plus générale. Donc je vais quand même commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Après, on va regarder tout ce qui est définition de l'acupuncture, donc il y a un peu beaucoup de choses qui se passent. Les origines et les fondements de la médecine traditionnelle chinoise, le fonctionnement de l'acupuncture, les applications concrètes, le déroulement d'une séance, ou en tout cas comment moi je le fais. Et puis, ça c'est ma petite partie un petit peu révolution, la législation au niveau suisse. Donc je suis qui? Donc Laura, diplômée de physiothérapie en 2017, je me suis très spécialisée dans le domaine de la neurologie, c'est un domaine qui pour moi explore vraiment toute la base, on va dire, de la vie. La rééducation des vertiges depuis janvier 2019 et puis début de la formation en médecine traditionnelle chinoise en 2020 et puis j'ai eu mon certificat fédéral d'acupuncture en 2025. Donc qu'est-ce que la définition de l'acupuncture? Donc ChatGPT, je lui ai demandé, vu que maintenant c'est apparemment notre plus fidèle serviteur, il m'a répondu ça. L'acupuncture est une méthode de soin qui utilise des aiguilles insérées sur des points spécifiques du corps pour rééquilibrer l'énergie et soulager divers troubles physiques et psychiques. Ok, donc on essaye de soigner avec des points spécifiques et des aiguilles. Le petit repère, c'est une thérapeutique qui consiste en l'introduction d'aiguilles très fines en des points précis et sur des tissus ou des organes. Donc déjà des tissus ou des organes, moi perso je pique pas dans les organes donc j'étais un peu mitigée avec cette définition. Mais le principe d'introduire une aiguille, elle est là. Le gouvernement français, donc l'acupuncture est une pratique issue de la tradition médicale chinoise. Elle consiste en la stimulation de points d'acupuncture sur divers endroits du corps à l'aide de techniques qui peuvent être physiques, donc implantation d'aiguilles, dispositifs d'acupressure, application de ventouses, d'aimants ou de laser. Donc, personnellement, dans ma formation, tout ce qui est aimant laser, on ne l'a pas vu du tout. Et vous verrez après si vraiment ça fait partie de la médecine chinoise. Voilà. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît l'acupuncture comme une composante de la médecine traditionnelle qui consiste en la stimulation de points spécifiques du corps, appelés points d'acupuncture, généralement avec des aiguilles pour établir l'équilibre énergétique et traiter diverses affections. Donc pour moi, c'est vraiment la définition qui représente un peu de manière globale la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture. Donc traite des affections avec des aiguilles, bien entendu, pour stimuler des points spécifiques. Donc là, moi je vais vous donner ma définition. Qu'est-ce que pour moi l'acupuncture? Donc l'acupuncture, elle fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, qui comporte 5 autres thérapeutiques. Donc la première, le Qigong, c'est des mouvements en fait de gym pour travailler tout ce qui est respiration et aussi respiration et étirement. Ça c'est vraiment la base et c'est quelque chose de assez calme et assez posé. Donc il faut être patient pour faire ça. La deuxième chose, c'est l'alimentation. Ça, c'est vraiment le pilier qui est ultra complémentaire à l'acupuncture. Le Tuina, c'est le massage chinois. Et l'application des ventouses. Et pour finir, c'est la pharmacopée. Donc la pharmacopée, c'est les plantes, c'est à peu près la même chose que les médicaments ici en Occident. Et eux, ils utilisent beaucoup plus les plantes. Donc ça, c'est, en tout cas au niveau suisse, c'est vraiment une formation complémentaire que je n'ai pas encore. Donc ça consiste à insérer des aiguilles sur des points précis. Donc on reverra un petit peu qu'est-ce que ces points, où est-ce qu'on les trouve, tout ça. Le but est de soulager des symptômes. Donc le mot symptôme est super important parce que souvent on associe l'acupuncture à soulager des douleurs. Mais on ne soulage pas forcément que des douleurs. On peut soulager des symptômes comme des infections urinaires, des vertiges, dans les troubles neurologiques, troubles de la sensibilité, tout ce qui est cicatrices, ça marche vraiment bien. Donc, origine et fondement de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, elle date de plus de 2500 ans d'histoire. Elle est basée sur une philosophie qui est le taoïsme, qui est l'observation de la nature, du corps humain et de ses déséquilibres. Donc, en fait, il y a des gens qui ont observé un petit peu leurs compatriotes, comment ils réagissaient en fonction du changement de saison, en fonction du changement de temps,
comment ils étaient le matin, le midi, le soir, et la nuit, un petit peu comment ça se passait, et qu'est-ce qui était en corrélation avec quoi. Ils en ont déduit, bien entendu, des déséquilibres. Et en cours, j'ai appris, donc il y a un mot un peu chinois qui s'appelle le Huandi Neijing. C'est le premier livre qui s'appelle Le l'Empereur jeune, qui date de 2200 ans. Et lui, il décrit un petit peu tout ce qui est... Enfin, c'est vraiment le premier livre qui décrit la médecine chinoise. Donc, comment vit l'homme dans son élément, avec les déséquilibres, les changements de saison, et aussi tout ce qui est pathologie. Donc c'est le premier livre qui parle de pathologie et de traitement. Donc le taoïsme, il est basé sur 4 principes fondamentaux qu'on va voir juste après, donc le yin et le yang, le qi, le wu wei et les 5 éléments. Donc en général, ce qui parle assez, c'est le yin et le yang et les 5 éléments. En général, tout le monde a un petit peu entendu ça. Mais il y a aussi le qi, donc cette notion d'énergie, et le wu wei qui est super important. Donc le yin et le yang. Qui c'est qui connaît le yin et le yang? À quoi ça vous fait penser? Côté féminine, c'est le masculin. Ouais. C'est l'équilibre. Oui. L'harmonie des contraires, féminin, masculin. Ouais. Et quoi d'autre? Ils sont complémentaires, ils sont en mouvement. Ouais. L'un ne travaille pas sans l'autre. Ouais. Top. J'avoue, c'est évident. Donc le yin et le yang, c'est exactement ça. C'est vraiment la complémentarité entre l'un et l'autre. Donc l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est le principe de dualité. Si une chose existe, son opposé existe nécessairement. Parce que si l'un n'existe pas, l'autre ne peut pas exister. Donc ben voilà, comme on dit, on a souvent le féminin, le masculin, on a aussi le jour et la nuit, le noir et le blanc. C'est vraiment toujours des opposés qui sont connus de manière assez commune. Mais il y a aussi, moi ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est en fait quand il y a un problème, ben, automatiquement il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ben, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment la base un petit peu de cette philosophie du taoïsme. C'est d'essayer de trouver la solution avec ce qu'on a. Donc le qi. Qui c'est qui a déjà entendu parler du qi? Ouais, il y a le qigong, ouais, ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu connais pas le qi? Donc le qi de manière générale, c'est un petit peu, dans la philosophie du taoïsme, c'est l'énergie vitale qui anime tout être vivant, y compris la nature. Donc c'est un petit peu l'énergie qu'on a à la fois à l'intérieur du corps et à l'extérieur qui permet que tout soit en mouvement et tout puisse avoir un équilibre et une interaction. Donc on va le voir un petit peu plus tard avec les 5 éléments. Donc la météo du jour va avoir automatiquement un impact sur nous. On ne sait pas forcément quoi comment, c'est souvent inconscient, mais des fois il y a certains patients qui peuvent nous dire « Ah, quand il pleut, j'ai plus mal aux genoux. Ah, quand il fait sec, ah ben j'ai plus la bouche sèche » ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des grandes idées. Donc on la compare souvent, l'énergie, ben voilà, c'est l'électricité qu'il y a dans une maison. Donc si on allume un bouton, ça s'allume, et puis si on éteint le bouton, ça s'éteint. C'est un petit peu, on va réutiliser un petit peu après ce principe-là. Et puis ben, aussi le carburant dans la voiture, si on n'a plus de carburant, ben, en fait, on ne peut plus avancer. Il y a 2 types d'énergie dans le corps. Il y a l'énergie innée, qui est en fait à la base qu'on a dès notre naissance. Et ça, c'est vraiment dû à nos parents. Donc ça, c'est vraiment transmis inné, et c'est au niveau des reins. Et cette énergie innée, on essaye de ne pas la toucher durant toute notre vie. Si on commence à venir taper dedans, de plus en plus, en fait, elle s'amenuise et elle ne peut jamais être régénérée. Et il y a une deuxième énergie qu'on utilise au quotidien, elle est basée sur l'alimentation. Donc tout ce qu'on ingère, elle est transformée en énergie, c'est ça qui nous permet en fait de fonctionner au quotidien. Et mieux on a une bonne énergie, donc on a une bonne alimentation, et moins on va piocher dans notre réserve, qui est l'énergie innée. Donc voilà, exemple de l'électricité, de la maison et du carburant. Donc vraiment la circulation fluide et équilibrée, c'est vraiment une bonne santé. Dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'il y a trop pas assez ou un blocage, automatiquement il y a des douleurs, des troubles ou des choses qui apparaissent. Le Wu Wei, ça je pense qu'il n'y a personne qui connaît. Peut-être vous?
Ouais. Donc, le Wu-Wei, si on le traduit de manière littéraire, c'est le fait de non-action. Donc là, on se dit, ah ok, donc en fait, on est passif. Non, pas du tout. C'est vraiment essayer de comprendre la chose. Souvent, on prend l'exemple de la fleur ou de la feuille qui flotte sur l'eau et qui va suivre le courant. Donc on dirait qu'elle est passive. Mais non, en fait, elle ne coule pas. Donc elle est au-dessus, donc elle est active. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Laura, c'est quand même un peu flou ton idée. Du coup, je vais vous donner un autre exemple qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plus parlé. On va prendre un marin qui part en mer avec son voilier. Il a décidé de faire une transatlantique, sauf qu'en fait, le vent, il n'est pas toujours de la même direction. Mais lui, il veut toujours traverser l'Atlantique. Ben, il va utiliser tout ce qui est ses voiles d'une manière différente pour s'adapter en fait à la nature, mais pour pouvoir aller à son point final. Donc il va essayer d'utiliser les éléments de la nature, pas contre lui, mais avec lui, pour essayer d'aller à son but et en consommant le moins d'énergie possible. Donc ça, c'est vraiment le principe du Wu-Wei, d'essayer de prendre toujours les choses telles qu'elles viennent et de s'adapter. Et en médecine chinoise, c'est exactement ça. On prend l'énergie de la personne et on essaye un petit peu de la rediriger ou de lui redonner des impulsions particulières pour qu'il y ait tout qui se remette dans l'axe et qu'il y ait une autorégulation de la personne pour qu'il y ait un équilibre qui se recrée. Donc on ne va pas forcer les choses, on va essayer juste d'induire certaines choses. Donc c'est une approche bien entendu préventive et régulatrice respectant le rythme biologique et environnemental. Donc l'exemple du voilier et de la rivière. Et puis je voulais aussi dire en conclusion, donc c'est vraiment vivre sans lutter, intervenir au bon moment et avec justesse sans gaspiller de l'énergie. Je trouvais que cette phrase elle était assez impactante et assez juste. Les 5 éléments, à qui ça parle ? Alors, qu'est-ce que ça te dit les 5 éléments ? À quoi ça te fait penser ? C'est les 5 mouvements, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Mis à part ça. Mais c'est ce qu'on a besoin. On a vraiment besoin des 5 éléments. Ouais, mais pourquoi ? Pour vivre. Ouais, ça je suis d'accord. Tout régulariser, tout quoi. Donc, allez bien. Ouais. Donc, les 5 éléments, ils sont là en fait pour essayer de nous montrer le mouvement de la vie au quotidien. Donc 5 éléments, alors nous on dit il y a 4 saisons, oui, mais en médecine chinoise il y en a 5. Donc il y a l'été et puis la fin de l'été qui est en plus. Et ça montre qu'il y a un lien entre la saison, l'organe, mais il y a aussi un lien entre le moment de la journée et les organes. Donc ça veut dire qu'à certains moments, il y a des organes qui sont au sommet de leur énergie et à certains moments de la journée où ils sont au plus bas. Et là, ça revient au yin et yang avec ce cercle qui est toujours en fait en constant équilibre et qui va tourner. Donc c'est exactement la même chose. C'est le yin et le yang, juste ramené avec l'organe et puis la saison ou le moment de la journée. Et puis ça peut aussi c'est aussi en lien avec les émotions. Et ça, on le voit avec nos patients, c'est assez flagrant. Surtout par rapport au foie avec la colère au niveau du printemps ou avec les soucis, les ruminations qu'on peut avoir avec la rate. Donc ça, on reviendra un petit peu après. J'ai pris un exemple un petit peu plus concret pour que ça parle à tout le monde. Donc les 5 éléments sont un modèle fondamental de la pensée chinoise ancienne pour comprendre l'équilibre et les transformations de la nature, du corps et de l'esprit. Donc c'est vraiment le lien entre les trois. Donc les 5 éléments servent à comprendre les relations entre les organes, comme je vous ai dit, évaluer les déséquilibres énergétiques. Donc si à un moment donné il y a un organe qui prend le dessus, automatiquement, si par exemple c'est le foie qui est en excès, il va attaquer soit le cœur, soit la rate, parce qu'ils sont en lien. Donc à chaque fois s'il y a un élément qui est en excès, automatiquement les autres seront aussi impactés. Donc guider bien entendu les traitements, acupuncture, diététique et pharmacopée. Donc ça c'est la base en fait de notre diagnostic, les 5 éléments. Et relier le corps, les émotions et l'environnement. Donc ça c'est ce qu'on disait. Parce que il n'y a pas longtemps j'ai eu, comme je suis en processus de mentorat, une journée de mentorat avec ma mentor. Et je lui ai dit,
Ouais, mais je comprends pas, des fois, là en ce moment, j'ai l'impression que les patients ils vont pas forcément beaucoup mieux, ils vont un peu mieux, mais j'ai l'impression d'avoir moins bons résultats que par exemple au printemps ou cet été. Je dis, bah c'est normal, en hiver, on peut pas faire des miracles, juste déjà on conserve ce qu'on a, et puis après, il y aura des améliorations. Ok. Donc voilà. Donc les méridiens, là on sort du principe du taoïsme. Les méridiens, c'est vraiment la carte. Non, qui sait ce que c'est un méridien? Tu sais pas? Oh. Donc, les méridiens, c'est vraiment la cartographie du corps au niveau de l'acupuncture. Donc c'est le dernier fondement de l'acupuncture qui ne fait pas partie des principes taoïstes. Les méridiens sont des canaux énergétiques, bien entendu invisibles, qui parcourent le corps. Et ces méridiens, ils sont parcourus par, on va dire, 3 éléments, donc le chi, le sang et l'humidité. Donc ça, c'est les 3 choses qu'on cherche quand on cherche un diagnostic, quand on veut faire notre diagnostic. Donc c'est un réseau de communication pour faire circuler le chi, le sang, et dans tout l'organisme. Et donc c'est vraiment comme un circuit électrique, comme je disais tout à l'heure. Donc on appuie sur le bouton, il y a l'énergie qui passe, il y a un équilibre qui se crée, à un moment donné il y a quelque chose qui disjoncte, on ne sait pas pourquoi, ça crée un excès ou un blocage. Et puis là, il y a un déséquilibre qui passe, et puis en général on appelle le réparateur. J'essaye de schématiser. Donc les méridiens, pour information, il y en a 12 principaux, il y en a 8 extraordinaires, et c'est principalement sur ceux-là qu'on va piquer. Et il y a 361 points. Donc c'est 1 point par jour, on dit. Donc un peu plus concrètement, voilà ce que c'est, comment est cartographié un petit peu le corps humain. Donc avec tous ces méridiens qui vont de la tête aux pieds et souvent du thorax à la main, enfin aux mains. Donc l'action thérapeutique des méridiens, ça permet de rééquilibrer un organe ou une fonction. Ça permet de faire circuler le chi, le sang ou l'humidité aussi, d'expulser les facteurs pathogènes, de réguler les émotions et de renforcer l'énergie. Donc je vais donner un petit exemple par rapport au foie. Donc c'est souvent un organe qui est pas mal affecté de nos jours avec le stress, on a beaucoup de frustrations qui peuvent se créer. Donc il y a aussi cette sensation en fait, de colère qui est vraiment reliée au foie. Donc on a une stagnation du chi au niveau du foie. Puis cette stagnation, à des moments, ça devient du feu. Et là, les patients, ils nous disent « Ah, j'ai des maux de tête, j'ai des vertiges, j'ai l'impression de voir flou à certains moments, surtout au printemps. Ma vision, elle est un peu floue. J'ai des céphalées, j'ai des acouphènes, pas mal de choses en fait en haut, au niveau de la tête. Donc ça explique pour la simple et bonne raison qu'en fait le méridien du foie, il va jusqu'à la tête. Et surtout, quand il y a du feu, on va venir, le feu il monte. Donc en fait tous les symptômes sont en haut du corps. Et nous, comment on va faire? On va essayer justement de calmer ce feu. Et en calmant ce feu, donc en faisant circuler le chi et en essayant d'abaisser la chaleur, on va bien entendu faire circuler beaucoup mieux le chi, expulser un peu ce facteur pathogène, donc qui est le stress, on va dire ça, j'extrapole un petit peu, et réguler les émotions et l'énergie. Donc réguler l'énergie, automatiquement être frustré, ça nous demande beaucoup d'énergie, donc si on est plus apaisé, si on a une émotion beaucoup plus stable, ça va aller mieux. Et de manière concrète, les points sont basés sur ces méridiens et on a donc du coup des repères anatomiques qui nous permettent de localiser ces points. Et on les localise aussi par rapport à la personne, parce qu'on a une unité de mesure qui est le tsun, donc c'est vraiment la largeur du pouce, mais de la personne. Hop. Donc, notion importante. Ce qu'on cherche, comme je vous ai dit, le chi, le sang et l'humidité. Donc le chi, le sang, qui sont toujours en général intimement liés, et puis l'humidité qui peut être aussi une conséquence. Donc, l'anamnèse. Pardon. Hop. L'anamnèse, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'interrogatoire qu'on fait au patient dès qu'il arrive. On s'attache en général au premier abord des antécédents, de pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu,
qu'est-ce que ces symptômes en fait ont pour conséquence aussi dans leur vie quotidienne, donc les limitations, des limitations au niveau des activités, au niveau des loisirs et puis aussi au niveau professionnel. Puis après on passe à l'anamnèse, on va dire un peu plus médecine chinoise, qui est un petit peu de catégoriser de la tête aux pieds ce qu'on a. Est-ce que vous avez régulièrement des maux de tête? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau du ventre, au niveau du thorax? Donc ça c'est vraiment pour se faire une idée de ce qui se passe. Ok, j'ai ma petite idée, il y a peut-être une petite stagnation, tout ça. Je suis pas forcément sûre, mais il y a d'autres choses en médecine chinoise qui nous permettent d'analyser tout ça. Donc le pouls, le but c'est de prendre le pouls au niveau des deux poignets. Donc ce qui est important, donc là on voit bien la main gauche c'est le sang et la main droite c'est le qi. Donc à gauche c'est le cœur et à droite c'est pour moi le poumon. En fait moi dans ma tête quand j'ai mes patients en face de moi je me dis ok dans ma main droite en fait j'ai leur cœur et dans ma main gauche j'ai leur poumon. Donc ça me permet de savoir ok là c'est plutôt le sang que je recherche, ok il y a une stagnation, il y a quelque chose. Et puis de l'autre côté c'est plutôt le qi, la circulation. Et puis tout ce qui est aussi digestion. Donc ça c'est super important au niveau de la rate. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'alimentation qui permettait d'avoir de l'énergie. Donc en médecine chinoise, c'est la rate qui permet de transformer les aliments en énergie. Donc il y a un énorme lien. Et au niveau du pouls, bien entendu, d'un côté j'ai le sang, de l'autre côté j'ai le qi. Et puis il y a aussi différentes informations. Donc on a ce qu'on appelle 3 mesures, donc plus on est profond, plus il y a une faiblesse, et plus on est aux superficies, plus c'est quelque chose d'un petit peu de superficiel. En général, plus on prend de l'âge, et plus le pouls il est profond, et plus on est jeune, et puis plus il est superficiel, il est assez fort. On cherche aussi la rapidité du pouls, pour savoir, plus il est rapide, plus il y a de la chaleur. Oui, il est rapide. Et puis après, on essaye justement de distinguer d'un côté la rate, le foie, et puis il y a toujours la base, c'est les reins, c'est là où il y a l'énergie innée. Donc en général, quand il n'y a pas de base, c'est que c'est que vraiment il y a une grosse fatigue ou une grosse pathologie qui a été développée. Au niveau de la langue, là c'est la même chose, on a tous les organes au niveau de la langue. Donc ça c'est vraiment la phase de l'anamnèse où tous les patients disent vraiment je vous tire la langue? Oui, je veux voir. Parce que on a différents systèmes d'analyse. Déjà on regarde l'aspect global. Si la langue elle est tirée de manière droite, si elle est déviée à droite, à gauche ou si elle tremble. Puis après on a cet enduit qui peut être humide ou sec. Donc ça nous donne des idées sur s'il y a une stagnation d'humidité ou pas. Et aussi l'épaisseur ou si elle est indentée. Donc ça montre s'il y a plus ou moins d'humidité. Et puis après, vraiment au niveau de la langue en elle-même, la pointe c'est le poumon et le cœur. Et souvent on a, quand des soucis, pas mal de choses, on va dire plutôt émotionnelles, on a la pointe de la langue rouge. Après sur le côté, c'est plutôt le foie. Donc quand on a en feu du foie, on a le côté de la langue qui est en général rouge bien comme il faut, voire violet. Et au milieu, c'est tout ce qui est digestif, estomac. La base de la langue, c'est les reins. Donc vraiment entre l'anamnèse, le pouls et la langue, on a vraiment une vue globale de ce qui se passe un petit peu pour la personne. Il y a des fois dans l'anamnèse où pour les patients tout va bien. Et puis il me tire, je regarde le pouls, je vois qu'il est rapide, je fais ok, vous n'êtes pas stressé? Non, ça va bien. Et puis il tire la langue, ils l'ont violette, une énorme stagnation de qi et de foie. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas stressé? Non. Puis après au fur et à mesure, je pique, parce que du coup moi je me fie quand même à ce que je vois. Donc je pique en conséquence, et puis au fil de la séance, parce que j'ai tendance à parfois un peu trop parler pendant mes séances, il me dit ah oui mais en ce moment je dois déménager, puis il y a ça qui se passe au travail, et puis il y a ça. Ok, donc vous êtes quand même un peu stressé. Ouais c'est vrai, peut-être un peu. Ou récemment j'ai eu une dame et qui me dit non moi je suis pas du tout fatiguée. Ok. Et puis après elle me dit non mais en fait j'ai ma fille qui dort pas, c'est compliqué les nuits, et puis je dors que 2 heures par nuit. Ah, vous êtes sûr que vous n'êtes pas fatiguée? Non mais je tiens le coup. Ok, donc il y a une différence entre le vécu de la personne et ce que aussi le corps peut refléter. Alors, le fonctionnement
fonctionnement de l'acupuncture selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est en stimulant un point d'acupuncture avec une aiguille, on influence l'énergie d'un organe ou d'un système. On libère un blocage énergétique, donc ce que je vous ai dit, s'il y a une stagnation, c'est juste qu'il y a un déséquilibre. On active les capacités naturelles d'autorégulation du corps, donc ce que je vous parlais par rapport au Wu-Wei tout à l'heure. Et donc le but c'est vraiment ça. Il y a un petit nœud au niveau du corps, donc on parlait tout à l'heure du câblage électrique, c'est la même chose. Il y a ce petit nœud, et ben on va essayer d'agir, donc que le corps agisse pour essayer de le dénouer et que ça revienne, on va dire, aligné et avec une certaine fluidité. Selon la médecine occidentale, donc c'est là où en général les non-scientifiques me disent ouais mais c'est bien beau tes principes mais il n'y a aucun fondement, puis il y en a un au fond à droite là qui attend que ça. Donc au niveau mécanique, dès qu'on insère une aiguille, il y a un système en fait, il y a un truc qui rentre, donc du coup il y a tout un réseau tissulaire qui s'appelle les fascias qui va venir s'enrouler au niveau de l'aiguille. Et donc ce système va créer en fait une tension dans le reste du corps, donc qui est certes minime, mais une tension qui va permettre en fait d'agir. Et quand on va l'enlever, automatiquement cette tension va être beaucoup plus relâchée. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une tension, tout le reste du corps en fait s'est adapté et a voulu recréer en fait la même tension qu'il y avait à la base, vu qu'il y avait un équilibre qui était fait. Et quand on enlève, automatiquement il y a encore plus d'espace. Donc il y a cette sensation aussi qu'on va voir après de relâchement. Donc ça c'est vraiment l'aspect mécanique pur. Après, au niveau neurologique, donc ça permet d'activer certains réseaux au niveau du cerveau qui permet de réguler tout ce qui est douleur et humeur. Et ça favorise aussi la sécrétion de l'endorphine, donc pour s'apaiser. Au niveau hormonal et immunitaire, donc c'est une modification de la sécrétion d'hormones, et l'hormone qui nous pose le plus de soucis aujourd'hui, par exemple, c'est le cortisol, donc l'hormone du stress. Et puis bien entendu, ça permet d'augmenter le système immunitaire, en fait, la réponse immunitaire. La régulation fonctionnelle, donc c'est une augmentation de la microcirculation locale. Il y a eu quelque chose qui est rentré dans notre peau, automatiquement il y a tout ce qui est macrophage, tout ce qui est circulation du sang, et il dit oula, on nous attaque, hop, on vient s'agglomérer ici. Donc automatiquement, un tissu qui est plus vascularisé va avoir plus tendance à mieux se réparer et à se régénérer plus vite. Et puis les effets ressentis, alors il y en a deux. En tout cas, après la séance, c'est soit j'ai des patients enfin moi et puis la science aussi a dit la même chose, que d'apaisement total, limite un peu de flotter et d'être assez fatigué. Ou la deuxième chose, c'est de la fatigue et une augmentation des douleurs entre 24 et 48 heures. Et après, ça rediminue. Donc, les applications concrètes. Donc ça, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce que j'ai trouvé dans les articles. Donc, c'était assez anarchique. J'ai essayé de faire le plus compact et le mieux possible pour vous donner un petit peu une idée générale de ce qui est dit au niveau des études. Donc, au niveau gynéco-obstétrique, donc induction du travail, donc pendant l'accouchement, retournement du bébé, des bébés qui sont en siège, des symptômes de la ménopause, des douleurs de règles, SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et l'endométriose. Et puis après, il y en a d'autres qui disent qu'il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent rentrer en compte. Je me suis cantonnée à ça vu que c'était ceux-là qui étaient le plus répertoriés. Au niveau dermatologique, il y a tout ce qui est urticaire, eczéma et acné. Au niveau urologie, il y a incontinence urinaire, vessie hyperactive, des infections urinaires à répétition. Au niveau cardio, donc une hypertension modérée et des palpitations fonctionnelles. Donc des palpitations fonctionnelles, c'est des palpitations induites souvent par rapport au stress ou à des facteurs émotionnels et pas vraiment des palpitations où le cardiologue va vous dire que c'est pas normal. Souvent, c'est des patients qui disent moi j'ai l'impression d'avoir tout le temps des palpitations, surtout le soir quand je m'endors. Je suis allée chez le cardiologue qui me dit que tout va bien. Je comprends pas pourquoi. Et c'est typiquement ce type de palpitation. Immunité et infection, donc prévention des infections respiratoires récurrentes.
pour l'hiver, les sinusites, les bronchites et la régulation du système immunitaire. Les effets secondaires de traitement, par exemple tout ce qui est chimiothérapie ou des traitements assez lourds, les vomissements et les pertes de poids lors de chimiothérapie. Et puis j'ai quand même regardé au niveau de l'OMS, vu que c'était quand même la définition que j'avais le plus aimée, qu'est-ce qu'ils disaient? Donc eux ils commencent par, donc ça c'est vraiment le tableau de l'OMS, je l'ai fait copier-coller et j'ai rien fait de plus. Donc douleur au niveau musculo-squelettique, donc douleur lombaire, cervicalgie, arthrose du genou, épicondylite, syndrome douloureux myofacial, douleur post-opératoire et douleur dentaire. Donc c'est quelque chose d'assez vaste. Après ils ont mis arthrose du genou, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une autre articulation. Et puis il y a aussi tout ce qui est épicondylite ou tendinite au niveau du tendon d'Achille où il y a, en tout cas personnellement je vois pas mal d'effets. Au niveau neurologie, donc tout ce qui est céphalée, migraine, névralgie du trijumeau, paralysie faciale périphérique, donc pas quelque chose qui est central, AVC pour la rééducation, les sciatiques et la spasticité. Donc j'ai essayé de chercher qu'est-ce que c'était l'AVC en rééducation pour eux. J'ai pas forcément réussi à trouver pour savoir si pour eux ils entendaient sur le mouvement, la fluidité de mouvement ou si c'était par rapport à la sensibilité. Au niveau ORL et respiratoire, rhinite allergique, sinusite, amygdalite, arthrose et bronchite. Au niveau de l'appareil digestif, nausées, vomissements, donc par exemple post-opératoire ou induit par une chimio, comme tout à l'heure. Et puis après, dyspepsie fonctionnelle, donc douleur gastrique, qui n'est pas objectivée par des examens médicaux. La constipation, la diarrhée et tout ce qui est ballonnement. La santé mentale, donc tout ce qui est anxiété, stress, insomnie, troubles dépressifs légers à modérés. Le gynéco, donc douleur menstruelle, troubles du cycle, nausées de grossesse, infertilité fonctionnelle et endométriose. Donc toujours pareil, infertilité fonctionnelle, c'est quand en gros des femmes qui sont infertiles, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on n'arrive pas à trouver au niveau médical. Le déroulement d'une séance. Comment ça se déroule? Donc l'anamnèse, on parlait tout à l'heure, la prise de pouls, l'observation de la langue. Donc ça c'est vraiment les trois choses que je fais en premier. Donc quand on démarre la séance avec les patients, je leur dis, je vais vous poser des questions, je vais prendre vos pouls, vous regardez la langue, je vous installe, je vous mets les aiguilles et après je vous explique. Donc j'explique après pour la simple et bonne raison, comme ça je leur explique quel point correspond à quoi, et surtout comme ça on a le temps. Comme ça les aiguilles sont déjà en train de poser et puis on peut discuter, on a 45 minutes pour discuter en général. Donc il y a une explication globale comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le feu du foie. Donc voilà, là il y a le feu du foie, le but c'est qu'on apaise et qu'on fait circuler et j'essaie de leur dire voilà, on fait le x2 qui est en lien avec le point ici entre les deux pour essayer de faire un grand mouvement de circulation. Bien entendu, quand à l'installation il y a la palpation, si les patients viennent pour une douleur particulière, j'essaie de localiser vraiment où est la douleur pour essayer quand même de mettre ce qu'on appelle des points HI, donc des points locaux, là où il y a vraiment une douleur particulière. Je pose les aiguilles et puis après je fais, une fois que j'ai assez parlé, je fais du twina, donc le massage. La pose des ventouses, ça se fait avec les aiguilles ou après, mais souvent je le fais avec les aiguilles et du gua sha. Donc ça c'est un genre de rap, on va dire ça comme ça, pour essayer de faire sortir en fait quand il y a une stagnation. Législation au niveau suisse. Donc il y a beaucoup de formations qui vont un week-end à 5 ans. Personnellement j'ai fait 5 ans. Et le titre d'acupuncture n'est pas protégé. Donc le titre de médecine traditionnelle chinoise, donc moi j'ai le certificat en médecine traditionnelle chinoise, c'est protégé, mais le titre d'acupuncteur n'est pas protégé. Donc c'est pour ça qu'il y a maintenant le cursus qui est en train d'être réformé avec un diplôme fédéral pour essayer en fait d'avoir une même qualité de soins. Parce que bien entendu on a fait un week-end de formation, on affiche qu'on est acupuncteur et on ne fait pas les mêmes traitements. Et donc voilà, donc du coup ce cursus il est quand même assez long, donc moi j'étais sur le cursus de 5 ans, maintenant en général les écoles font sur 4 ans, on passe tous les examens pour le certificat fédéral, après on a 2 ans où on est suivi par un mentor, et au bout des 2 ans on a le vrai examen fédéral.
Donc là, mon but aujourd'hui, que vous repartiez avec un message fondamental. Donc l'acupuncture, c'est une médecine ancestrale avec de nombreux effets positifs, mais elle fait partie d'une prise en charge globale en corrélation avec d'autres professionnels de santé. On ne fait pas de miracle et un suivi médical occidental est essentiel et j'espère qu'un jour, comme en Chine, nos deux mondes travailleront main dans la main. Donc ça, c'est vraiment super important. Dans ma vision, quand je suis allée en Chine, l'hôpital, il y avait 3 étages. L'étage des imageries, donc radio, IRM, tout ce qu'on voulait. Le premier étage, c'était la médecine chinoise, avec Twina, acupuncture, pharmacopée. Et l'étage d'au-dessus, c'était des médecins comme ici. Et puis les patients, des fois d'affinité, ils allaient chez nous, donc en médecine traditionnelle. Et puis ils disaient « Ah oui, mais ça serait peut-être bien que vous fassiez une imagerie ». Donc ils redescendaient, ils allaient faire une IRM. Ou « Ah, ça serait bien peut-être que vous preniez un médicament parce que la pharmacopée, ça suffira pas ». Et inversement, des patients qui arrivent chez un médecin, on va dire, normal, et qui disaient « Oui, mais l'acupuncture, ça pourrait vous faire du bien ». Du coup, ils descendaient. Donc il y a vraiment un lien de confiance et de communication qui était assez chouette. Et je trouve c'est dommage que c'est pas fait comme ça ici. Je sais pas si c'est pour des raisons asécurologiques ou autres, mais en tout cas, j'espère qu'un jour on y viendra. Donc voilà, à vos questions.